Alors pour le titre, j'ai voulu faire court, j'ai mis juste développement. En fait, ça sous-entend du développement des fonctions supérieures du système nerveux central chez l'enfant. Parce que le développement est un processus bien plus vaste que ce dont je vais vous parler cet après-midi. Alors, à partir de quel problème cette réflexion? Sur un problème en santé mentale de l'enfant qui est de plus en plus prégnant, au fur et à mesure que les troubles somatiques, grâce au talent de nos confrères pédiatres, diminuent. Donc ça fait émerger effectivement à marée basse les rochers de la pathologie mentale chez l'enfant et plus particulièrement, je vais centrer mon exposé cet après-midi sur les troubles neurodéveloppementaux. Alors, ces troubles neurodéveloppementaux, c'est un concept qui apparaît avec le DSM-5, donc en 2013 pour sa parution internationale et 2015 pour sa traduction française. C'est un concept qui, me semble-t-il, n'est pas vraiment bien compris en France, pour une bonne raison, c'est que la notion même de développement de l'enfant n'est pas très bien comprise et que la juxtaposition de neuro et de développemental donne lieu à des quiproquos avec nos confrères neuropédiatres. Donc, soyons clairs, les troubles neurodéveloppementaux sont classés dans les troubles mentaux et non pas dans les troubles neurologiques, dans la classification DSM-5, mais également dans la future CIM-11. Donc, on parle clairement de troubles mentaux. Dans ces troubles neurodéveloppementaux sont réunis les déficiences intellectuelles, les troubles de la communication, les troubles du spectre de l'autisme, les troubles déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, dont le diagnostic ne peut être envisagé plutôt en début de deuxième enfance et dans la deuxième enfance que dans la première. Enfin, les troubles spécifiques de l'apprentissage et les troubles moteurs. Donc tous ces troubles sont clairement classés dans les troubles mentaux. La prévalence de ces troubles neurodéveloppementaux, elle est difficile à établir. Elle est difficile à établir d'abord parce qu'il y a de nombreuses co-occurrences entre les troubles neurodéveloppementaux, ce qui sur le plan épidémiologique n'est pas simple. Ensuite, je vais centrer mon propos en tant que responsable d'une unité de soins précoce, donc avant 4 ans, sur les enfants de moins de 4 ans. Et considérant la population des enfants de moins de 4 ans, la prévalence est probablement supérieure aux 10% de troubles neurodéveloppementaux qu'on peut en gros estimer chez les enfants. Donc c'est davantage chez les enfants de moins de 4 ans, parce qu'il y a toute une série de troubles qui n'apparaissent que dans la deuxième enfance. Le tronc commun de ces troubles neurodéveloppementaux, c'est qu'ils sont tous sous une influence génétique dominante, et j'insiste sur le terme influence et pas déterminisme ou programmation, qui sont des concepts totalement caducs dans la génétique du XXIe siècle. Donc, il semble plus adéquat de parler d'influence génétique, ce qui n'exclut pas, bien entendu, l'influence de l'environnement. Ce sont des affections de la vie entière, à savoir qu'elles ne sont pas intégralement réparables, et en particulier le trouble du spectre de l'autisme sur lequel je vais centrer mon propos cet après-midi. Donc, affection de la vie entière, ça entraîne un coût humain et un coût sociétal très élevé. On estime, je ne crois pas qu'en France le calcul ait été fait, mais aux États-Unis, lorsqu'une personne victime de troubles autistiques décède en gros autour de 65 ans, il a coûté un minimum de 5 millions de dollars à la société en soins et en aide. Donc c'est un coût humain, bien sûr, d'abord pour les personnes, leurs familles, mais également pour la société qui est extrêmement élevé. Donc la question, c'est comment soulager cette souffrance de l'individu, cette souffrance des familles, et puis d'éviter d'entraîner des coûts de santé absolument astronomiques. C'est le diagnostic précoce de ces troubles neurodéveloppementaux qui optimise au mieux le pronostic du devenir. Donc c'est sur cette question, effectivement, du diagnostic précoce que nous allons nous entretenir cet après-midi. Alors, diagnostic précoce des troubles neurodéveloppementaux, ça consiste à dépister précocement des anomalies du développement. Et le carnet de santé a été conçu pour ça.
ensuite, au fur et à mesure de l'examen de plusieurs centaines de carnets de santé par an, mon cerveau bayésien m'a fait ressentir que probablement le corps médical sous-estime la valeur du carnet de santé dans le dépistage des troubles neurodéveloppementaux et particulièrement dans le domaine des troubles du spectre de l'autisme dont je vais vous parler cet après-midi. Alors, le carnet de santé, il est instauré par le Code de la santé publique. Il regroupe des éléments d'information médicale nécessaires au suivi de 18 ans. Son utilisation est réservée aux professionnels de santé, sa consultation soumise à l'accord des parents. Nous avons une nouvelle édition depuis 2018, un heureux rafraîchissement du carnet de santé qui a été fixé par l'arrêté du 28/02/2018 au bulletin officiel. Alors, dire que le carnet de santé est parfait, loin de là, mais le but du carnet de santé, c'est d'embrasser globalement le développement de l'enfant et il nous semble qu'il ne fait pas si mal dans ce domaine. Un petit rappel historique du carnet de santé qui remonte au niveau de l'idée princeps à Jean-Baptiste Fonsagrive au XIXe siècle, qui avait publié en 1868 ce que les mères doivent savoir pour seconder le médecin, et en 1869 le livret maternel sur la santé des enfants, qui n'a eu, on va dire, peu d'écho, c'est un euphémisme, en France, totalement ignoré. Par contre, les États-Unis, la Hollande et l'Italie ont trouvé extrêmement intéressant cette idée et ont commencé à l'opérationnaliser. Plus tard, c'est l'association Louise Hervieux pour l'établissement du carnet de santé qui sera reconnu d'utilité publique le 31 janvier 1938. Et enfin, le carnet de santé, lui, sera rendu obligatoire en 1945 par le Code de santé publique également. Alors, l'analyse du carnet de santé fait partie intégrante de tout examen médical de l'enfant, ce qui est une notion, semble-t-il, bien intégrée par les médecins généralistes et les pédiatres, qui me semble trop souvent sous-estimée par les pédopsychiatres. Je vois très rarement mentionner dans les comptes rendus des pédopsychiatres l'analyse du carnet de santé, et pourtant, Dieu sait qu'on y trouve des choses intéressantes. Cette analyse, elle est bien sûr systématique sur l'unité de soins précoces des troubles du développement des fonctions supérieures, qui est le nom complet de l'unité dont j'ai la responsabilité. Je vous en fais une petite, très rapide présentation, donc elle est localisée dans le service de pédopsychiatrie du professeur Poinceau, l'hôpital Sainte-Marguerite, donc le CHU sud de Marseille. Elle est destinée à assurer les soins des patients résidant sur les premiers et deuxièmes intersecteurs de Marseille, c'est-à-dire 4e et 9e arrondissement. Elle suit, bien entendu, elle est construite dans le cadre des recommandations de la Haute Autorité de la Santé 2012-2018. Toutes ces recommandations de la Haute Autorité de la Santé insistent bien sûr sur l'importance du diagnostic précoce, c'est-à-dire avant 4 ans, des troubles du spectre de l'autisme, ce qui fait que cette unité donne priorité aux soins aux patients les plus jeunes. Elle a été accréditée par la Haute Autorité de la Santé au premier rang régional. Elle assure les diagnostics de TSA de 2e niveau, c'est-à-dire les critères DSM-5, la CARS-2, le Vineland, et assure des soins multiples en hospitalisation de jour, en coordination avec les soins externes, avec inclusion scolaire, bien entendu. Alors tout ça est très rapide, bien sûr. Elle est couplée avec le Centre Expert Diagnostic Régional TSA, qui est une recommandation du 3e plan autisme de 2013 que nous avons créé sous l'autorité du professeur Poinceau en 2014, à moyen constant sur les ressources de l'unité de soins précoces, puisque, vous le savez, les mannes financières distribuées par les donc il faut qu'on se débrouille avec les moyens qu'on a. Ce CEDRE nous permet d'effectuer des diagnostics de 3e niveau, au niveau des troubles du spectre de l'autisme, en utilisant la DOS2, l'ADI-R et le PEP3. Voilà, très rapidement, parce que ce n'est pas le centre de notre propos. Alors, revenons sur les signes d'alerte des troubles du spectre de l'autisme, tels qu'ils sont
référencés dans les recommandations de la Haute Autorité de la Santé et dans les méta-analyses internationales. Donc, dès la première année, comme vous le savez, les troubles du spectre de l'autisme, le diagnostic repose sur deux syndromes, un syndrome de déficit des interactions et de la communication et un syndrome d'activité restreinte et stéréotypée. Ces deux syndromes sont repérables quand ils sont symptomatiques, bien sûr, dès la première année. Donc, ce qui ne fonctionne pas ou pas bien chez ces bébés, c'est l'ajustement tonique, auquel les mères sont extrêmement sensibles et elles repèrent très vite les bébés qui ne s'ajustent pas sur le plan tonique dans leurs bras. L'évitement du regard, le peu de sollicitation des adultes, l'absence ou le déficit de l'orientation vers les stimuli sociaux, l'absence de réponse au prénom, d'anticipation motrice, d'attention partagée et en fin de première année, d'attention conjointe. En général, tous ces symptômes, lorsqu'ils sont présents, sont très rapidement ressentis par les mamans, souvent de façon diffuse d'ailleurs, hein, pas de façon analytique comme je vous les présente là, et elles ont le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la relation avec cet enfant. Les déficits de la communication sont les écomimies. Bon, on sait depuis les années 80 que le nouveau-né est déjà capable d'écomimie avec ses partenaires d'interaction adultes. Donc l'absence d'écomimie dans la première année est un symptôme tout à fait parlant. L'absence de pointing visuel, ça c'est fin de première année, de babille adressée et l'absence de mots avant un an sont des critères extrêmement parlants pour alerter sur l'éventualité d'un trouble du développement des interactions et de la communication. Si adjoint le syndrome des activités restreintes et stéréotypées, sont des enfants dont les activités sont essentiellement solitaires. Or, on sait que comme chez tous les mammifères, les bébés humains sont déterminés dès la naissance à rentrer en relation avec leur partenaire adulte, leur mère si possible, puis si elle n'est pas disponible, avec quelqu'un d'autre. Mais ça ne peut pas fonctionner tout seul, un bébé. C'était le pédopsychiatre britannique Donald Winnicott qui disait « un bébé seul, ça n'existe pas ». Effectivement, sa probabilité de survie se résume à quelques dizaines d'heures si personne ne s'en occupe. Et l'absence de jeux partagés, qui est un grand bonheur des bébés et des parents dès la deuxième moitié de la première année. Donc quand même une symptomatologie riche dans la première année, lorsqu'elle est présente, hein, parce que c'est peut-être le moment de dire qu'il semble qu'il y ait deux formes de troubles du spectre de l'autisme, une forme qui est symptomatique dès la naissance ou dès la première année, et une forme où il n'y a pas grand-chose la première année, semble-t-il, et où les acquis de la première année s'écroulent les uns après les autres en début de deuxième année. Voilà, en tout cas, une symptomatologie qui est perçue par les mères en particulier et qui mérite tout à fait attention. Alors, dans la deuxième année, on retrouve bien sûr nos deux syndromes, hein, syndrome déficit des interactions sociales et de la communication. Donc, ce sont des enfants qui, en deuxième année, n'ont pas d'attention conjointe. Déficit de la communication, il n'y a pas de communication mimo-gestuelle symbolisée, en particulier de pointing, c'est-à-dire le pointage avec le doigt, qui est le premier élément de communication symbolisée qui apparaît en fin de première année et début de deuxième année. Une absence de mots adressés à 16 mois est un critère d'alerte extrêmement important et souligné par la HAS. Des activités restreintes et stéréotypées, pas de jeux partagés, pas de jeux symboliques, des activités répétitives et une rigidité des conduites, alors que en physiologie, la deuxième année est l'explosion de la diversification et de la complexification des activités. Voilà, donc une symptomatologie assez riche dès la deuxième année. Alors, regardons dans le carnet de santé ce que ça donne. Dans le carnet de santé, nous avons un premier examen dans les 8 jours qui suivent la naissance,
Concernant les troubles du développement des fonctions supérieures, on a rarement grand-chose de très parlant, en dehors, bien sûr, de comorbidités neurologiques importantes, type encéphalopathie. Au cours de la deuxième semaine, un examen. Premier au 6e mois, 6 examens, soit une fois par mois jusqu'à 6 mois, donc un rythme d'examen tout à fait serré. Au cours du 9e mois, un examen qui donne lieu à la rédaction d'un certificat de santé. Cet examen du 9e mois, il est essentiel par contre dans le diagnostic précoce des troubles du développement des fonctions supérieures et particulièrement dans les troubles du spectre de l'autisme. Donc 12 mois un examen, 13 mois un examen, entre 16 et 18 mois un examen, et au cours du 24e ou du 25e mois, le 3e certificat de santé, en gros au niveau d'un trouble du spectre de l'autisme. Dans les pays européens, on va dire performants, il n'y a plus de troubles du spectre de l'autisme, ou très peu qui échappent à l'examen du 24e mois. Pour vous donner un ordre d'idée, la moyenne des diagnostics en Angleterre est à 18 mois. Vous allez voir qu'en France, ce n'est pas du tout la même chose. Alors, les examens du développement dans le carnet de santé au 2e mois, j'ai mis en surligné les items qui sont les plus importants sur le plan des interactions sociales, le sourire-réponse, bien sûr, la poursuite oculaire, en particulier du visage maternel, et émet une réponse vocale à une stimulation, c'est-à-dire qu'on a là l'amorce d'une communication vocale dès la première année. Les développements au 4e mois jouent avec ses mains, donc des activités déjà diversifiées, tourne la tête pour suivre un objet, attrape un objet qui lui est tendu, en général avec sourire qui va avec, vocalise, sourire-réponse et rit aux éclats, sont des items extrêmement parlants dans le domaine du développement des fonctions supérieures. Le développement à 9 mois essentiellement imite un geste simple, réagit à son prénom, répète une syllabe et pointe du doigt. Alors, jusqu'en 2018, pointe du doigt était dans l'examen du 9e mois. Maintenant, il n'y a qu'une minorité d'enfants qui utilisent le pointing digital à 9 mois. Donc, dans les nouveaux carnets depuis 2018, le pointe du doigt a été mis à l'examen du 24e mois. Ce qui est extrêmement tard, puisque l'absence de pointage est pathologique à partir de 13 mois. Donc il faudrait attendre 11 mois pour établir effectivement qu'on a là un signal fort en faveur d'un trouble du développement des fonctions supérieures de la communication. Développement à 24 mois associe 2 mots. Comprend une consigne simple, c'est-à-dire à la fois une entrée dans le langage compréhensif et dans le langage expressif, nomme au moins une image, sollicite l'adulte, et Dieu sait que les enfants dans la 2e année sollicitent leurs parents, superpose des objets, donc déjà une diversification des activités. Voilà. Alors, le développement de la 3e année peut nommer 3 couleurs, dit son nom, fait des phrases de 3 mots, emploie des articles, utilise le je, ça c'est tout à fait important, comprend une consigne simple, copie un cercle fermé, fait un pont de 3 cubes et comportement lors de l'examen, adapté, inhibé, agité. Avec ça, on a balayé effectivement l'essentiel, je dirais, de la macroscopie du développement des fonctions supérieures. Alors, de nombreuses études se sont penchées sur le décalage entre le sentiment maternel que quelque chose ne va pas dans la relation avec ce bébé, ce qui logiquement conduit à une consultation où on parlait à la consultation la plus proche avec son médecin ou son pédiatre. Concernant les TSA confirmés, lors de la première année, pratiquement une mère sur 2 avait effectivement repéré quelque chose qui n'allait pas dans la relation avec ce bébé de façon durable, chronique, stable, et en avait parlé à son médecin, en général, sans succès. La 2e année, ce sont entre 2 tiers et 3 quarts des mères qui ont perçu que quelque chose ne va pas, et comme vous vous en doutez un peu, ça n'est pas non plus suivi d'effet. Donc,
à partir de cette impression de mon cerveau bayésien que peut-être les carnets de santé n'étaient pas perçus comme étant un outil très pertinent dans le diagnostic précoce des troubles du développement des fonctions supérieures, je suis plongé dans les carnets de santé des patients de l'unité de soins précoces. Alors, ce sont tous des enfants victimes du trouble du spectre de l'autisme, mais je pense qu'en tant que trouble neurodéveloppemental, c'est un bon candidat pour explorer la relation entre le carnet de santé et le diagnostic précoce de ces troubles. Donc, les carnets de santé sont systématiquement étudiés à l'admission. Malheureusement, dans notre série, sur 34 dossiers, il n'y en avait que 24 d'exploitables, c'est-à-dire suffisamment détaillés sur le contenu du carnet de santé. Donc, il faut tenir compte, bien sûr, des conditions de naissance. Évidemment, les souffrances fétales et les prématurités sont à haut risque de troubles du développement des fonctions supérieures. Donc ça doit faire partie d'une grande vigilance de la part des médecins, somaticiens comme pédopsychiatres. Concernant les troubles du spectre de l'autisme, le suivi, d'abord le périmètre crânien à la naissance et le suivi du développement du périmètre crânien est pertinent dans la mesure où on décrit chez certains enfants, mais pas chez tous, une macrocranie qui est présente dès la naissance ou une croissance anormalement élevée du périmètre crânien. Voilà. Ensuite, les accouchements pathologiques sont plus fréquents chez les enfants victimes de TSA que les enfants indemnes. Ensuite, les examens du développement dans le carnet de santé, c'est-à-dire les examens des 2e, 4e, 9e, 24e mois. J'ai mis en rouge 9e et 24e parce qu'ils donnent lieu à des certificats. Et l'examen de la 3e année que nous allons voir. Les examens intermédiaires, bien sûr, c'est-à-dire l'analyse dans le carnet de santé de tout ce que les praticiens ont pu noter, les courbes de croissance, et en particulier celle du périmètre crânien, et bien sûr vérifier que les vaccinations sont à jour. Donc, notre population, 24 dossiers, un âge moyen au diagnostic de 34 mois, donc je vous rappelle qu'en Grande-Bretagne, c'est 18 mois. L'écart au niveau de notre population, il est entre 24 mois d'âge diagnostic le plus bas et 60 mois pour le plus élevé. Alors celui qui a pu être diagnostiqué à 24 mois, c'est parce qu'il avait un frère aîné victime de TSA. Et il y en a 4 dans notre échantillonnage qui avaient un frère ou une sœur aînée victime de TSA, ce qui évidemment augmente la surveillance du puiné et alarme encore plus vite les parents. Au niveau du sexe ratio, nous avons 20 garçons, 4 filles. C'est en gros le sexe ratio des troubles du spectre de l'autisme, 4 garçons pour une fille, ce qui est à peu près le ratio d'ailleurs des troubles neurodéveloppementaux. Alors l'analyse des examens du développement, nous l'avons menée sur le plan quantitatif avec le nombre d'examens effectués et qualitatif par une comparaison des données retrouvées dans les carnets de santé avec les souvenirs des parents et l'analyse clinique rétrospective. Alors là, je voudrais tout de suite souligner que cette méthode présente de nombreux aléas et que je reste extrêmement prudent sur les conclusions à en tirer, parce qu'on ne peut pas dire que cette méthode soit d'une scientificité absolue, car vous le savez, les souvenirs sont en fait le produit de reconstruction imaginaire du passé. Et quant à l'analyse clinique rétrospective dans les troubles du spectre autistique, elle est extrêmement aléatoire aussi, puisque je vous ai dit, il y a 2 formes. Il y a une forme où les symptômes sont présents dès la première année et une forme où les symptômes apparaissent en début de 2e année. Donc, méfiance sur la méthode et mesure quant aux résultats. Alors l'analyse quantitative, à la naissance, 24 sur 24 des carnets étaient remplis. Les examens du développement, il y en avait 10 sur 24 non renseignés. Donc ça, c'est quand même un chiffre important, significatif. Après, pourquoi étaient-ils non renseignés? Ça, on n'a pas la réponse à la question. Au niveau du 2e mois, 22 sur 24 étaient remplis, 4e mois 24 sur 24, 9e mois 22,
alors que c'est quand même l'examen du 9e mois, celui du du deuxième certificat médical. Et 24e mois, on en a 21, donc il en manque 3. Et la 3e année, il en manque 3 aussi, au niveau des examens du développement. Alors, à signaler dans le lot un carnet de santé vierge depuis la sortie de la maternité, avec des parents qui refusaient les vaccinations obligatoires, ce qui a donné lieu à une information préoccupante au conseil départemental, lequel a fait un signalement au parquet, ce qui a entraîné une ordonnance du tribunal pour enfants, et les vaccinations étaient secondairement effectuées. Et l'appui et le cadrage du tribunal nous a permis de poursuivre les soins de cet enfant sur l'unité de soins précoces. Alors, l'analyse qualitative, parce qu'en fait c'est ça qui nous intéresse, donc vous avez en vert les altérations du développement perçues par les parents, et en jaune verdâtre les altérations du développement notées dans le carnet de santé. Donc là, ce qui apparaît, c'est que le 2e mois, certains parents commencent à percevoir des anomalies, mais on ne les retrouve pas à l'examen du 2e mois. Idem pour le 4e mois, idem pour le 9e mois. Et ce n'est qu'à partir du 24e mois qu'on voit apparaître dans le carnet de santé la perception par le médecin d'une anomalie du développement, laquelle était signalée par les parents depuis le 2e mois. 3e année, donc c'est encore un peu plus élevé au niveau de l'altération du développement notée dans les carnets de santé. Les parents sont dans leur grande majorité déjà bien conscients que le développement de leur enfant ne va pas dans le bon sens. Analyse qualitative de la symptomatologie retrouvée dans le carnet de santé. Donc là, il s'agit simplement des symptômes notés dans le carnet de santé par rapport aux altérations perçues par les parents. Alors, au 2e mois, nous avons un carnet de santé qui effectivement retrouve des anomalies à l'examen du 2e mois, mais n'en conclut pas à un risque de trouble du développement. C'est-à-dire que les symptômes restent à l'état de symptômes et il n'y a pas de suivi particulier. 4e mois, on a un recueil symptomatique qui correspond à l'inquiétude parentale et aux signes repérés par les parents, mais il ne se passe rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de suspicion d'un trouble du développement. Idem au 9e mois, alors là, évidemment, le volume symptomatologique augmente, retrouvé dans les carnets, mais ça reste au niveau symptomatique, c'est-à-dire que la construction syndromique n'est pas envisagée et l'hypothèse d'un trouble du développement n'est pas envisagée, alors qu'elle est déjà redoutée, et à juste titre, par les parents. Idem pour le 24e mois, et de façon encore plus significative pour la 3e année, mais on a probablement un biais ici du fait qu'il manquait pas mal d'examens de la 3e année qui étaient non renseignés. Voilà, donc l'écart temporel entre l'alerte parentale et le diagnostic, elle est en moyenne de 17 mois. Mais 17 mois pour des enfants de moins de 3 ans, ce qui fait 50% du temps vécu par l'enfant au moins, ce qui est une éternité. Les écarts, ils sont entre 6 mois, entre la perception de quelque chose qui ne va pas par un parent, et c'était effectivement des parents qui avaient déjà un enfant de TSA, donc ça a accéléré le processus, jusqu'à 3 ans d'écart entre l'alerte maternelle et le diagnostic. Voilà, la discussion, c'est que le carnet de santé est quantitativement renseigné en majorité dans notre population, qui n'est représentative que de notre population. Il n'y a aucune illusion de représentativité dans ce que je vous présente. La qualité des évaluations du développement diffère significativement des souvenirs parentaux. Alors attention, il s'agit des souvenirs parentaux, ils peuvent être reconstruits, et ça, on n'a pas de moyen de le vérifier. La majorité des parents s'inquiètent devant des symptômes d'altération du développement des interactions sociales, de la communication et des activités dès les 2 premières années. La majorité des carnets de santé ne mentionnent pas une telle suspicion. Certains carnets de santé mentionnent bien des signes d'anomalie du développement sans mentionner de suspicion d'altération du développement. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir symptômes sans signification. Retard diagnostique de 17 mois pour des enfants de 3-4 ans constitue une perte de chance pour les patients et leurs familles, et bien évidemment un surcoût pour la collectivité.
En conclusion, dans notre échantillon, la pertinence du carnet de santé dans le dépistage des troubles du développement nous semble sous-estimée. Manque de temps pour les médecins, crainte de stigmatiser, sont des choses qu'on entend. Nous proposons aussi qu'un manque d'informations sur les concepts de la psychologie et de la psychopathologie du développement pourrait être impliqué. Effectivement, l'enseignement de ces concepts en France connaît un retard d'à peu près un demi-siècle par rapport à d'autres pays européens. Or, n'oublions pas que c'est la théorie qui dit ce qu'il faut voir. Albert Einstein. Donc, ça ouvre la question d'inclure ces notions dans le développement professionnel continu, et ça pose aussi le problème de la formation initiale des médecins en psychologie et psychopathologie du développement, et plus particulièrement des médecins de l'enfance. Post-conclusion, pour finir, pour de vrai, en 1868, Jean-Baptiste Fonsagrive écrivait ce que les mères doivent savoir pour seconder le médecin. En 2020, on pourrait écrire ce que les médecins doivent savoir pour seconder les mères. Je vous remercie.